Bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes donc sur une table ronde autour des enjeux. On m'entend bien? Ouais. Autour des enjeux musée et ruralité. On va organiser notre table ronde en plusieurs temps. D'abord une présentation du projet en cours du guide des musées ruraux par Estelle Guille-Début. Et puis, nous allons aborder différents thèmes qui concernent plusieurs types de ces musées autour de différents sujets qui les traversent de manière un peu transversale. Et donc, nous aurons deux témoins avec nous. Emmanuel Sillot, qui travaille pour la ville de Saint-Lô autour de l'écomusée du bocage normand, et Josabeth Millereux, qui travaille pour le conseil départemental de Haute-Garonne au musée de Saint-Bertrand de Comminges. Donc ces musées ruraux, il ne faut pas les imaginer a priori comme étant des musées d'agriculture. Ce n'est pas du tout la problématique. Elle est beaucoup plus vaste. D'abord, il y a différentes tailles d'équipements et différents types de fonctionnement qui se regroupent autour de ces appellations. On peut dire qu'on a des musées ruraux portés par des collectivités rurales et que l'on a des musées en ruralité portés par des structures de taille très variable. Donc, pour voir un petit peu toute cette typologie des musées que Estelle va nous présenter au travers du projet en cours du guide, on peut juste rappeler que cette histoire des musées en ruralité, elle n'est pas d'aujourd'hui. On peut repenser notamment à comment je le qualifierais, un activiste des musées, un Normand, Edmond Groux, qui, dans le contexte du centenaire de la Révolution française, donc autour de la période de l'exposition universelle de 1889, travaille à développer en France un réseau de musées dits cantonaux. Et on a comme ça, au fur et à mesure des années, toute une liste d'établissements qui vont mailler le territoire national et commencer à remplir les espaces entre les structures qui étaient nées de la période révolutionnaire notamment, et qui donc commencent à avoir un maillage fin du territoire. Ensuite, les grandes vagues de développement des musées en France vont faire que des équipements vont apparaître avec des typologies qui sont très différentes. Et je te passe la parole, Estelle, pour nous présenter ce beau projet de guide. Bonjour à toutes et tous. Merci Bruno pour cette introduction. Donc, comme annoncé à l'instant, je vais vous parler du projet de guide national des musées ruraux porté par le ministère de la Culture. Vous avez très certainement entendu parler du plan ruralité, du printemps de la ruralité qui avait été amorcé l'année dernière, de ces assises, de ces rencontres qui ont eu lieu, est né un plan d'action décliné par le ministère au sein de ses différentes directions, délégations. Et pour le service des musées de France que je représente aujourd'hui, je voulais rappeler en avant-propos que nous portons deux actions principales, en relais d'ailleurs avec les directions régionales des affaires culturelles. D'une part, le plan musée ruralité qui vise à apporter un soutien financier pour des travaux dans des musées ruraux, des musées sous appellation Musée de France. Et d'autre part, ce dont je vais vous parler à présent, le guide national des musées ruraux. Alors, pourquoi le guide national des musées ruraux ? En fait, la ministre et le service des musées de France, bien compris, souhaitaient mettre en lumière ces musées qui représentent finalement presque un quart de la famille des musées de France. On dénombre 1223 musées de France aujourd'hui et les musées ruraux représentent 363 d'entre eux. Donc, ça n'est pas rien.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on entend finalement par musée rural? Eh bien, nous nous sommes basés, il faut bien choisir des critères, des dénominateurs communs, nous nous sommes basés en fait sur les critères INSEE. Et en matière de ruralité, vous avez 3 tranches de densité de population qui entrent dans ce cadre. Pardon. Donc vous avez les gros bourgs ruraux, l'habitat rural dispersé et l'habitat rural très dispersé. C'est-à-dire qu'on ne prend pas seulement en compte le nombre d'habitants par commune, mais aussi vraiment un critère de densité de population. Et donc à partir de là, se sont dessinés ces 363 musées très répartis sur l'ensemble du territoire, et j'inclus évidemment les territoires ultramarins. Alors le projet, en quelques mots, il a démarré en fin d'année dernière par la rédaction d'un appel à projet. L'intérêt de l'appel à projet, c'est qu'il permet à chacun de s'engager sur la base du volontariat. On ne voulait surtout pas forcer la main pour contribuer à ce guide. On voulait que ce soit vraiment contractuel, finalement, entre le ministère et chaque musée concerné. Donc on a libellé un appel assez synthétique, permettant en fait au musée de livrer quelques lignes de description sur l'équipement, son histoire, sa collection. Et ensuite, on a proposé à chaque responsable d'établissement de nous partager, en plus d'une vue extérieure et intérieure du musée, 2, 3, 4, 5 œuvres ou objets que ce responsable de collection souhaitait faire connaître à travers le guide. Et je vais vous faire une confidence. Dans l'échéancier qui est projeté, on voit que cet appel courait jusqu'au 10 janvier de cette année. Et dans mon agenda Outlook, j'avais inscrit une relance début janvier, après les fêtes, en me disant, par rapport au taux espéré, on attendait environ 150 participants. Je vais peut-être devoir attirer l'attention sur cet appel à projet, d'autant qu'il arrivait en fin d'année. On peut concevoir que les uns et les autres avaient beaucoup d'autres choses à gérer à ce moment-là. Et en fait, pour ainsi dire, il n'y a pas eu de relance, parce qu'en l'espace de quelques semaines seulement, on a eu près de 200 réponses. Et là, par contre, on n'avait pas envisagé forcément ce cas. C'est-à-dire que par rapport à la place disponible dans ce guide, en tout cas dans sa version papier, on était au-delà du seuil. Alors, en concertation en fait avec les DRAC, on s'en est tenu à ces critères INSEE que j'évoquais à l'instant. Et finalement, l'histoire est assez bien faite. En prenant en compte ces 3 données, on arrive grosso modo à 150 musées. Et puis, on s'est dit, c'est quand même un peu dommage de ne pas ouvrir un petit peu le propos, parce que certains musées ne sont peut-être pas strictement en lien avec les critères INSEE, mais là où ils sont implantés dans leur territoire, peuvent vraiment s'apparenter à de la ruralité. Donc, on a choisi de retenir quelques musées, par exemple, qui relevaient des petites villes de demain, des projets cœur de ville, de sorte que l'on puisse dire que, bien sûr, on les avait bien en tête. C'est peut-être en germe un futur projet, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, on voulait avoir un esprit d'ouverture. Et donc, ce projet, il est porté en partenariat avec Grand Palais RMN, que je remercie au passage pour son implication dans notre projet. Et donc, nous avons prévu 2 déclinaisons. Donc, officiellement, j'ai plaisir de vous annoncer que l'application numérique de ce guide sera disponible pour la Nuit des musées, le 17 mai prochain. Donc, c'est vraiment bientôt. Et la version papier, on a prévu à ce jour 4500 exemplaires. On l'envisage pour la rentrée littéraire et plus certainement pour les Journées européennes du patrimoine. Donc, on a vraiment à cœur de s'inscrire dans les grands événements nationaux du patrimoine pour aussi attirer l'attention sur ce guide, qui sera peut-être un peu ce qu'est le guide de Maison des Illustres à ces établissements. On espère en tout cas le même engouement qu'il a pu rencontrer jusqu'à présent. Et donc, au niveau de ces contenus, on a demandé à 2 auteurs en fait, de nous accompagner dans ce projet. Donc, d'une part, Thomas Schlesser, je ne sais pas si je dois le présenter.
En fait, il est aujourd'hui le directeur de la Fondation Hartung Bergman à Antibes, et ce déjà depuis quelques années. Amoureux des musées, de leurs collections, avec je dirais une forme de gourmandise pour les collections conservées ici et là. Et donc, il avait écrit ce qui est devenu depuis un best-seller, Les yeux de Mona, où en fait un grand-père et sa petite-fille échangent sur plusieurs œuvres d'art en fait qu'ils partagent ensemble. Et il nous semblait en fait peut-être l'homme de la situation pour parler de collections qui ne sont peut-être pas toujours assez bien connues. Et donc lorsque je l'ai contacté, il m'a répondu en quelques minutes en me disant mais oui bien sûr. Ensuite, on a aussi sollicité les services de Camille Viéville. Donc Thomas Schlesser va se charger de l'avant-propos et Camille Viéville va se charger de l'harmonisation des textes. Alors, je tiens à ne vexer personne ici si certains des contributeurs sont là, mais bien entendu, on était très attachés au fait que chaque musée choisisse ses œuvres et apporte un texte de son choix qu'il allait écrire. Mais c'était aussi important pour la cohérence de l'ouvrage d'avoir une forme d'harmonisation des textes. Et donc, Camille, elle est chargée justement de ce travail d'harmonisation, de sorte que la lecture soit aussi fluide que possible et qu'on n'ait pas des décrochages de style. Pour moi qui accompagne parfois l'écriture de projets scientifiques et culturels, je me rends compte quand le PSC est écrit à plusieurs mains ou pas, ça aurait pu être le cas de ce guide. Notre parti pris, ça a été en fait d'harmoniser le travail d'écriture. Et donc, on a un petit comité éditorial en fait, RMN, Service des musées de France, pour affiner les choix d'œuvres, puisque, et c'est ce à quoi je veux en venir à présent, on a voulu en fait, autant que possible, représenter tous les territoires. Alors vous voyez que Auvergne-Rhône-Alpes a été une région vraiment très contributrice, et ce n'est pas un hasard si notre collègue Bruno Iti anime cette table ronde aujourd'hui. Mais aussi on a voulu en fait présenter une diversité de typologies de collections. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, vous voyez qu'on a tenu à ce que toutes les régions soient représentées, ce qui ne veut pas dire, je le précise d'emblée, que tous les départements soient représentés. Et ça, c'est aussi une information pour le ministère de la Culture, c'est-à-dire que malheureusement, si un certain nombre des musées ruraux sont en bonne santé, ont une politique très engagée, extrêmement dynamique auprès de leurs habitants et auprès de touristes, d'autres, c'est une réalité, sont aussi fermés, ont des collections en caisse, voilà, attendent peut-être de nouvelles orientations. Donc, j'ai envie de dire que le guide est aussi instructif par ce qu'il contient que par ce qu'il ne contient pas. Et peut-être orientera certaines politiques publiques à venir en lien avec les DRAC et les régions. Ensuite, là c'est juste pour votre information, on voit le taux de réponse des musées ruraux par région. Évidemment, la densité de musées ruraux, si je puis dire, n'est pas la même d'une région à l'autre. Et on voit par exemple finalement que le taux de représentation des territoires ultramarins est plutôt bon, et pour cause aussi. Ensuite, donc je l'ai dit, la diversité des collections. Donc on a veillé à couvrir différentes périodes de création, mais aussi différentes techniques, différents témoignages, des pièces aussi d'histoire naturelle, des biens archéologiques qui font la richesse de nos musées de France. On veut vraiment que le lecteur du guide ou celui qui va consulter l'appli trouve chaussure à son pied d'une certaine façon, mais aussi ait envie de découvrir autre chose peut-être qu'il méconnaît. J'ai oublié de rappeler que, bien entendu, la ministre rédigera une préface. Et pour vous donner un avant-goût, parce que le but de mon intervention, c'est aussi de donner envie, je crois, vous montrer voilà, quelques musées qui ont pu être retenus. Donc, j'évoque là le musée des Maisons Comtoises en Bourgogne-Franche-Comté à Nancray. Alors là, typiquement, c'est un exemple particulièrement intéressant parce que, en soi, le musée et collection, en tant que tel, c'est déjà un objet de curiosité d'une certaine manière.
pour voilà, découvrir les techniques de construction, les matériaux utilisés, qu'on redécouvre, je crois, aujourd'hui, qu'on se réapproprie. Et la Fédération des écomusées de société a organisé ces journées d'études la semaine passée. Et la collègue qui dirige l'établissement a fait une intervention et elle disait justement que le musée accueillait aujourd'hui des familles, mais aussi des étudiants pour venir se réapproprier des techniques ancestrales. Ensuite, on a voulu aussi présenter des biens, des objets qui ont une histoire singulière. Donc, comme ici, le musée de Martinique, le musée Franck Perret. Et donc, vous voyez à travers la vue en salle qu'on a une collection assez éclectique, d'une certaine manière, comptant à la fois des instruments de musique, des fragments en pierre, des sculptures. Et donc, le propos, c'est de raconter aussi l'histoire de ce territoire, des flux migratoires et d'autres sujets. Alors, le guide en soi ne sera qu'une introduction à tout cela, finalement, et charge après aux curieux, aux visiteurs, d'aller plus loin. Alors, un musée que je connais bien pour avoir exercé précédemment comme directrice du musée de Pont-Aven en Finistère, eh bien, pas très loin, vous avez le musée de l'abbatiale de Landévennec. Et là encore, c'est un musée très complet dans l'offre, puisqu'on a à la fois un vestige, des vestiges, et puis des collections. Autre exemple, peut-être moins représenté, c'est une réalité de nos collections publiques, le musée départemental d'art moderne. C'est vrai que les collections d'art moderne et d'art contemporain ne seront peut-être pas les plus nombreuses, mais on a porté une attention toute particulière aussi à celle-ci pour vraiment couvrir toutes les périodes. Des exemples aussi en beaux-arts anciens avec la contribution du musée départemental Georges de la Tour. Et je dois dire que nous comptons dans ce guide, c'est sans surprise, un certain nombre de musées de statut départemental parce que ça a été souvent l'échelon retenu pour la gestion de ces établissements. Et je me permets aussi de préciser, la question m'a été posée par LinkedIn en fait, lorsque je partageais l'annonce de cette table ronde. Quand on parle de musées de France, on ne parle pas que de musées publics, on parle aussi de musées privés. Les musées associatifs sont des musées privés. Donc, je tiens à souligner qu'ils n'ont pas été écartés des choix qui ont pu être faits. Et alors, pour finir ma présentation, et si vous le souhaitez, on pourra y revenir ultérieurement si vous avez des questions, j'ai rappelé ici le calendrier, le nombre d'exemplaires. Et donc, une campagne de communication va être assortie à ce lancement. Alors forcément, de par les événements nationaux que je mentionnais, mais aussi par une campagne dédiée. Et à ce titre, je remercie également la direction de la communication du ministère qui prête une attention soutenue à ce projet auquel nous croyons absolument. Et on espère que ce guide va permettre d'accroître la fréquentation des musées ruraux. Je crois qu'on a tous dans notre cœur ou à proximité de chez nous un musée rural auquel nous pensons très spontanément. Et je crois pouvoir dire que dans mon itinéraire tant personnel que professionnel, les musées ruraux ont fait partie de ma construction intellectuelle et ont alimenté très certainement mon goût pour le patrimoine. Merci. Alors, on va enchaîner avec notre table ronde, avec nos témoins. J'interviendrai moi-même. Oui, je me rends compte que je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Donc, je suis conseiller pour les musées à la Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le site de Clermont-Ferrand. Et j'ai un passé, moi aussi, d'acteur de la ruralité pour être intervenu sur différents musées portés par des communes rurales ou portés par des structures plus larges dans un contexte rural. Et c'est vrai que ça forge une expérience d'une manière peut-être différente.
On va peut-être commencer, du coup, on va organiser notre approche des thèmes par un approfondissement d'un premier thème autour des collections, et puis nous interviendrons, nous prendrons la parole ensuite sur les thèmes successifs. Je présenterai quelques expériences aussi qui peuvent se produire en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va commencer par la présentation d'Emmanuel Ciot sur cette thématique autour des collections et comment on peut les réinterroger aujourd'hui à travers l'exemple de l'écomusée du Bocage normand. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter effectivement le musée du Bocage normand, qui n'est pas totalement un musée rural comme on pourrait le voir, puisqu'il se situe dans la ville-préfecture de la Manche, qui est Saint-Lô, une ville de 20 000 habitants. Mais auparavant, donc, cette ferme se situait bien dans le milieu rural et petit à petit, la ville a grignoté les espaces alentours, le parc alentour, et on se retrouve maintenant dans une zone industrielle et commerciale avec énormément d'entreprises tertiaires juste derrière le musée, et puis des entreprises de loisirs autour, puisqu'on partage maintenant un bout de notre terrain avec le golf, ce qui n'est pas sans incidence pour notre toiture, mais aussi la piscine de l'agglomération et maintenant un skatepark. Donc voilà, il y a tout un parc urbain autour. Et ce musée du Bocage normand donc retrace l'histoire de l'agriculture dans la Manche et dans la Normandie de 1800 à 1950-1960. Donc voilà, vous voyez maintenant un petit peu, et vous pouvez même voir le golf derrière. Il a été ouvert en 1989. Avec les collections d'une association, la Normandie traditionnelle, puis a bénéficié d'une première rénovation en 2004. Et depuis 2004, en fait, la muséographie et le site n'a pas du tout évolué. Les collections du musée, en fait, sont triples, puisqu'on a à la fois donc, cette collection d'objets ethnographiques retraçant l'évolution de l'agriculture, mais on a aussi la ferme, puisque c'est une ferme qui date du XIVe siècle. Alors pour vous expliquer un petit peu, vous voyez tout devant vous la maison d'habitation. On a aussi une cidrerie. Donc voilà, il y a différents corps de ferme. On a tous les espaces naturels aussi qui sont autour de nous. On a forcément la haie bocagère, puisque le musée du Bocage normand, c'est aussi pour expliquer à quoi servent ces haies bocagères. Donc là, on ne les voit pas trop sur la photo, mais voilà, vous voyez toute l'emprise du musée. Vous devinez aussi un verger. Un verger qui n'est pas encore classé conservatoire. On aimerait bien le faire classer conservatoire, mais voilà, avec à la fois des pommiers pour des pommes à cidre et des pommes à couteau. L'intérêt de ce musée, c'est d'être vraiment, pour le coup, vraiment dans le centre urbain. On devine le parking du centre aquatique et vous voyez aussi voilà, les entreprises tertiaires que j'ai pu évoquer. Vous avez la rocade qui passe juste à côté. Donc en termes d'accessibilité, ceci dit, c'est très intéressant puisque bon nombre de collègues en milieu rural ont des problèmes d'accessibilité. Donc à ce niveau-là, voilà, on va pas se plaindre. Le musée, lui, est fermé depuis 2020 maintenant. Depuis le Covid et depuis la nouvelle municipalité. Plusieurs problématiques ont mené à cette fermeture. Tout simplement des problèmes bâtimentaires. En fait, il y avait énormément d'investissements à faire. Alors là, c'est très technique, c'est très rébarbatif, mais voilà, il fallait changer le SSI, le système de ventilation. On avait aussi, c'est le problème du numérique, c'est-à-dire que toute la muséographie datait de 2004, donc toutes les installations ont peu à peu décliné et n'ont pas été remplacées. Il n'y a pas eu vraiment d'investissement de fait au fil des années, donc on s'est retrouvé en 2020 avec plein de... avant fermeture avec plein de panneaux marqués ne marche plus voilà, en réparation, mais ça fait 10 ans qu'il y a marqué en réparation sur le dispositif numérique. Donc on avait quand même des plaintes à ce niveau-là. Et puis on a fait le constat que ce soit donc la nouvelle municipalité, mais aussi les équipes, qui avaient un déclin de la fréquentation parce qu'on ne s'inscrivait plus dans le monde contemporain. En fait, la muséographie évoquait l'évolution de l'agriculture jusque dans les années 1960, mais on n'évoquait pas du tout ce qui se passait après. Nos collections, il n'y avait pas de politique d'acquisition véritablement liée au monde contemporain. Et on avait aussi, je dirais, une vision
alors je ne vais pas dire très ethnocentré, mais comment dire ça, qui ne s'ouvrait pas aux autres cultures non plus. Donc voilà, on ne s'adressait pas à toutes les populations qui pouvaient être intéressées par ce site. Donc, dans le cadre de la fermeture et du projet de restructuration, on a réfléchi à comment revaloriser nos collections, mais en partant d'enjeux contemporains. On le sait tous, le dérèglement climatique, voilà, les enjeux d'écologie sont importants et on s'est dit que c'était vraiment, au vu de notre site comme ça, en pleine ville, il fallait qu'on se saisisse de ces enjeux-là. Et surtout, il fallait qu'on parte d'un objet qui est connu de tous. Donc on s'est dit qu'on allait partir du produit fini, de l'alimentation. On allait partir de la pomme, on allait partir de la brique de lait, on allait partir du pot de petit suisse, de la boîte de camembert, et décliner comme ça, en fait, on allait partir du pop-corn, puisqu'après on peut évoquer le maïs, pour ensuite comme ça remonter la chaîne et parler plus directement en fait à nos visiteurs. À nos visiteurs actuels, parce qu'on voyait aussi notre courbe d'âge de notre visitorat augmenter très fortement, alors que c'est un site qui est magnifique avec des enfants, où il y a plein de choses à faire justement dans l'éducation. Donc c'est aussi pour ça qu'on a souhaité revoir tout ce parcours. Voilà, dans un premier temps. Je ne sais pas si je continue de développer parce que je peux tenir toute la table ronde sur mes collections. Donc voilà, vous pouvez voir quelques acquisitions marquantes de ces dernières années. On a fait le choix, alors ça peut être décrié par certains, mais on a fait le choix de ne plus acquérir pour le moment, pour deux raisons. Les musées, les écomusées, les musées d'ethnographie, on est souvent la fin de course d'une succession, on vient de nous déposer devant la porte l'armoire de mamie, ce qu'on sait, voilà, on se rend compte que c'est patrimonial, on ne voudrait pas le jeter, mais en même temps chez nous, donc voilà, on a décidé de ne plus accepter les dons. Et puis, parce que ça n'a plus non plus de sens d'avoir 5, 6 armoires normandes. Il y a un moment, il y a une question de place. Voilà, il faut aussi être raisonnable. On dépend de l'argent public, donc il faut, voilà, il faut pouvoir stocker tout ça. Et puis, le musée n'avait pas encore fait sa première campagne de récolement. Honte à nous. Donc voilà, on essaye de finir pour la deuxième campagne. Le temps presse. Donc on s'est surtout dit qu'on allait faire correctement le récolement, connaître parfaitement nos œuvres avant de se lancer dans de nouvelles acquisitions. Et l'idée, ce serait quand même maintenant, voilà, le PSC qui est validé lance des axes d'acquisition plus modernes pour qu'on fasse aussi comme ça des allers-retours contemporains et monde agricole ancien. Voilà. Pour vous donner un aperçu de la muséographie. Et on avait aussi des reconstitutions. Là, vous avez une reconstitution d'une beurrerie qui était à Perrier, donc juste à côté de Saint-Lô. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je rebondis. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur cette perche tendue sur l'arrêt des acquisitions. Ce serait le sujet d'une table ronde en soi, mais sur le terrain, effectivement, le conseiller musée confronté à l'organisation des commissions d'acquisition, ça c'est valable pour les musées ruraux et urbains. On peut penser que le dogme un musée qui n'acquiert pas est un musée mort est un dogme qu'il est urgent de réinterroger, parce que quand on voit les résultats du travail sur les récollements et la façon dont ça permet de revivifier des projets scientifiques et culturels, on se dit que un musée vivant n'est pas forcément vivant seulement parce qu'il achète. Voilà, fin de la digression. Ce que je propose, c'est peut-être que Josabeth nous présente son musée et qu'on puisse parler de cette première thématique sur les collections, et puis peut-être d'enchaîner sur la deuxième thématique au rapport aux habitants, et puis je compléterai après. Voilà. Bonjour à tous. Donc voilà, donc Saint-Bertrand-de-Comminges, c'est une petite ville actuellement qui est à la fois en partie haute. Ce que vous voyez, en fait, c'est une image ici, une image lidar qui montre bien qu'on est en Piémont pyrénéen, que la ville haute avec sa cathédrale est encore un village actif et qu'on a un développement en bas. Et tout ce qui est en orange, en fait, c'est le site archéologique, c'est les vestiges archéologiques. Donc c'est un musée de site, le musée archéologique, qui se trouve en ville haute.
Et Saint-Bertrand-de-Comminges donc, dépend du département de la Haute-Garonne, mais est situé à 110 km de Toulouse. Donc il y a déjà une certaine distance qui est assez visible au quotidien. Donc c'est un musée qui est lié à un site qui est fouillé depuis 1913. Ce qui est intéressant, c'est que la ville actuelle de Saint-Bertrand-de-Comminges est un bourg rural de 260-270 habitants, alors que c'était une ville antique de 40 hectares avec près de, bon, c'est des estimations, mais de 10 000 habitants. Donc il y a vraiment déjà quelque chose de très différent entre l'Antiquité et maintenant. Donc vous voyez, à gauche, vous avez le plan de la ville antique qui est restitué avec des monuments très importants, des monuments comme le temple, les thermes. Et puis, en fait, c'est une ville qui est à proximité des carrières de marbre de Saint-Béat, et qui a évidemment profité de cette carrière. Et donc, on a énormément de lapidaires en marbre, que ce soit des sculptures, que ce soit du décor architectural. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. Et donc, on a à peu près 6 tonnes de sculptures, ce qui est faramineux. Et évidemment, on ne peut pas tout présenter. Donc, c'est aussi une question qui est liée, qui mène des réflexions sur le territoire, comment on peut amener autant de marbre, comment on peut l'utiliser et qu'est-ce qu'on peut faire encore actuellement avec cette carrière de marbre. Donc, il y a plein de questions possibles pour relier les collections actuellement. Alors, c'est un musée centenaire puisqu'il a été créé en 1924 dans une ancienne une maison, enfin probablement 2 maisons du XVIIIe siècle qui ont été rejointes. Et donc, on a un espace au rez-de-chaussée qui, depuis 1924, est une présentation des collections. Donc, entre 1924 et 1984, c'était évidemment des collections qui étaient présentées un peu en vrac, comme vous le voyez ici. On a toute une série de petits éléments qui maintenant ne sont plus vraiment à montrer. Et donc, il a été acquis par le département, enfin les collections qui étaient propriété de la Société archéologique du Midi de la France, qui menait les fouilles, a cédé ses collections au département. Et donc, le musée a été rénové entre 1984 et 2005. Donc, il a rouvert en 2005, donc ça fait 20 ans maintenant. Et vous avez en fait un musée qui est vraiment lié à la ruralité, puisque là, je vous ai mis une image voilà, qui est un exemple typique de Saint-Bertrand-de-Comminges. On a des pâtures partout, c'est pour ça que le site est préservé, c'est ça qui est intéressant. Et vous avez voilà, sur les flancs de Saint-Bertrand-de-Comminges, vous avez régulièrement des moutons qui sont là avec leurs patous. Et voilà, donc ça fait partie du quotidien. On a vraiment quelque chose de très intéressant pour cet aspect-là. Et surtout, on a une dualité, puisqu'on a en ville haute une cathédrale qui est très importante, qui était évidemment un évêché jusqu'à la Révolution française. Une cathédrale qui est toujours très visitée, puisqu'elle est très importante. En tout cas, elle a en fait des boiseries très, très intéressantes avec une soixantaine de stalles en bois du XVIe siècle et qui est toujours active, qui a beaucoup d'événements. Et on a au pied un site rural qui est vraiment très, très animé, en tout cas par les pâtures et l'agriculture qui est tout autour. Alors voilà, j'avais fait une petite présentation. Donc en bas à droite, vous avez la nouvelle présentation du musée, puisque le musée a été rénové, enfin le plateau d'exposition a été rénové l'année dernière. Donc on a réouvert en février. Donc on a essayé, voilà, vous avez un exemple avec des sculptures, puisqu'on a des monuments, en fait, des présentations de trophées romains qui sont en marbre, ce que vous avez à droite. Et donc on a essayé de réinterroger les collections en mettant plus on a essayé de traiter de manière immersive, puisque actuellement les ruines sont relativement peu compréhensibles. Donc on a en fait fabriqué évidemment des éléments pour mettre comme on était dans la ville, dans l'Antiquité, pour restituer les volumes, par exemple. Et puis ensuite, pour rester en prise avec les enjeux contemporains, évidemment, on a dans le jardin du musée mis toute une série de panneaux
qui s'intègre en fait, alors on ne le voit pas forcément bien sur la diapositive du milieu, mais qui s'intègre en fait dans l'atmosphère paysagère du traitement du jardin, puisqu'on a des glycines et en fait on va intégrer les panneaux dans le jardin. Et puis on a aussi tout ce qui est parcours sur son smartphone. On a des maquettes, évidemment, et on va essayer de jouer pour les expositions temporaires vraiment liées avec le paysage. Par exemple, on travaille avec le CAUE de la Haute-Garonne et on essaie de travailler sur les enjeux actuels de l'eau, du paysage, etc. Je continue du coup parce que je vais aborder les autres thèmes. Donc, pour parler des habitants, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un site qui a été fouillé pendant une bonne 50aine d'années par l'instituteur du village et qui, pour cela, payait en fait les habitants de la ville, enfin du village. Et donc, on a, grâce à cet instituteur, 1300 photographies en verre, sur plaque de verre, que les archives départementales viennent de numériser, et on retrouve en fait tous ces habitants que l'on présente en fait dans le musée, puisque c'est vraiment l'histoire. En fait, l'histoire du musée est liée à l'histoire des habitants. Donc, on a vraiment cette volonté de redonner aux habitants l'histoire de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. Et en fait, ça prend tout son sens pour vraiment lier le musée avec son territoire et ses habitants. Alors le rapport au territoire, il n'est pas toujours très simple puisque en fait il n'y a pas de transport en commun. La gare la plus proche actuellement est à une quinzaine de kilomètres. En revanche, il y a un projet de la région de remettre une ancienne ligne de train en activité qui s'arrêtera toujours pas à Saint-Bertrand-de-Comminges mais au village suivant, et un projet de navette surtout l'été qui permettrait de joindre, puisqu'on n'est pas le seul site d'intérêt sur le territoire. On a des grottes préhistoriques à une dizaine de kilomètres de Saint-Bertrand-de-Comminges, qui permettrait aux visiteurs de pouvoir naviguer entre tous ces sites. Et ça, c'est vraiment très important, parce que je pense qu'il y a une partie, évidemment, du public qui ne vient pas, puisqu'il ne peut pas venir en transport en commun. Et ce qui est intéressant à prendre en compte aussi, c'est qu'on est un site donc, qui est traversé par les chemins de Saint-Jacques, donc qui apporte un public assez important tous les ans, et qui est un site touristique à proximité de l'Espagne. Donc on a beaucoup de voyageurs et de visiteurs espagnols qui viennent non seulement voir la cathédrale, mais également les vestiges et le musée archéologique. Donc à gauche, je vous ai mis en fait la carte de la cité antique, qui était tout un territoire qui maintenant est quasiment le territoire du Comminges, avec Saint-Bertrand au centre, mais qui, vous voyez en fait que ce territoire allait jusqu'en Espagne, et on est toujours en fait dans cette dynamique très très proche de l'Espagne, puisqu'on est un territoire qui est quasiment le seul endroit où on peut traverser les Pyrénées en suivant la Garonne sans passer par un col. Donc c'est quelque chose qui est un passage, qui a toujours été un passage depuis l'Antiquité et qui continue à être un passage intéressant. Donc ça, pour travailler sur le territoire, c'est assez intéressant. Alors après, on avait un petit thème, du coup, est-ce qu'on s'interrompt pour continuer ? Sur la mise en récit, alors la mise en récit, on l'a décidé d'une manière un peu numérique et un peu imagée, puisque toujours en rapport avec les habitants, on essaie de faire parler les habitants de l'antique cité, c'est-à-dire qu'on a leurs portraits, puisqu'on a des sculptures qui représentent, grâce aux monuments funéraires, des personnages. Et puis on a beaucoup d'inscriptions, beaucoup d'inscriptions. Donc on a le nom de certains personnages qui ont vécu, et donc on a retracé leurs histoires sous forme de petites histoires imagées à partir de ces éléments. Voilà. Et puis aussi, on travaille évidemment dans l'espace et dans le temps, puisqu'on a un parcours qui retrace toute l'histoire de la ville, de ses origines et même avant ses origines, puisque c'est un territoire qui est occupé dès l'âge du bronze, voire dès le néolithique, puisqu'on a des petits monts partout, et donc on a en fait des habitats de hauteur et des sanctuaires. Et donc on va parler de ce territoire, de la proto-histoire jusqu'au début du Moyen-Âge. Et donc on a des dispositifs numériques qui montrent justement l'évolution de certains secteurs de la ville.
Et puis aussi, toujours pour parler de ce musée, mais sous une forme plus imagée, plus accessible, en tout cas pour des enfants, on a toute une série de petits journaux qui sont édités par thématique. Donc là, cette année, le 4e va sortir, qui sont liés aux éditions Biscotto. Et ça a aussi un accès très intéressant de compréhension et du monde du musée, parce qu'à chaque fois, on a une partie sur comment fonctionne un musée, qu'est-ce qu'un musée, et puis une partie sur le site, et puis des jeux. Question médiation au public. Alors l'idée, c'est qu'évidemment, on ait des parcours autonomes, donc une carte interactive pour que les visiteurs puissent se diriger par eux-mêmes. Et puis, on a aussi des journées d'archéologie expérimentale qu'on mène depuis 3 ans sur des thématiques. Donc, on a eu une thématique sur le bronze. On en a eu l'année dernière sur le verre avec des verriers qui ont reproduit des collections du musée, avec la spécialiste qui avait étudié les collections en verre. Donc, ça, c'est des thématiques qui peuvent être intéressantes et qui peuvent vraiment amener des publics d'assez loin. Et puis, après, la dernière question, c'était sur les politiques publiques. Donc voilà, peut-être mieux intégrer le côté gestion trans-institutionnelle du site, puisqu'on a le site qui est géré normalement par les monuments historiques, les collections du musée par le département, mais on a aussi la cathédrale qui est liée à la ville. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et puis renforcer le lien avec les activités agricoles. Alors ça, on l'a déjà un peu grâce aux fouilles qui sont toujours menées actuellement à Saint-Bertrand-de-Comminges. Et donc l'équipe de fouilles fait un travail aussi sur tout ce qui s'est passé après l'époque antique et donc l'agriculture jusqu'au temps récent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Voilà. Je ne sais pas si... Merci beaucoup. Alors, le temps file. Avant de vous passer la parole, je vais juste évoquer un projet qui est en actualité pour nous, puisque le projet scientifique et culturel vient d'être validé par la mairie la semaine dernière et qu'il était sur mon mail ce matin. Donc, nous allons enclencher le marathon de sa validation. Ça se situe au nord du département du Rhône, à Beaujeu en Beaujolais. Et la porteuse de projet, Marie Haquet, a réalisé un projet scientifique et culturel complètement adapté au contexte rural. C'est-à-dire qu'on a un musée qui a été créé dans les années 40 par un acteur local très impliqué dans le monde des musées. Ces 2 enfants ont créé pour l'un ce qui est aujourd'hui Lugdunum à Lyon et pour l'autre le musée de l'imprimerie à Lyon également. Donc vous voyez une famille qui est vraiment, qui pense musée, qui vit musée. Et donc le fondateur de ce musée, Marius Audin, l'a créé pour une gestion bénévole et municipale. Et cette gestion bénévole est restée jusqu'en 2019. Donc ensuite, le musée a fermé et on aurait pu s'interroger sur un éventuel péril, c'est-à-dire pas un péril pour les collections, mais un péril pour l'institution elle-même qui aurait pu aller jusqu'à un processus de retrait d'appellation Musée de France et un transfert des collections vers une autre collectivité. Il n'en a rien été. Ma prédécesseur a mis en place avec la commune une convention pour 3 ans pour arriver à avoir un professionnel, sortir du cadre bénévole, mais pas l'exclure, l'accompagner et engager une réflexion à la fois pour reprendre en main la collection et projeter ce projet scientifique et culturel sur le contexte de faisabilité d'une commune de 2000 habitants qui est sur cette espèce de désamour qu'on connaît bien et que chez nous, la direction de l'inspection, de la recherche et de l'innovation a bien étudié, qui est le problème des musées et de l'intercommunalité. J'emploie le terme de problème parce que vous savez que le musée, c'est un lieu un peu emblématique qui cristallise les attentions. On le voit chez les maîtres d'œuvre, chez les architectes. Faire un musée, c'est pas n'importe quoi. Eh bien, dans le monde intercommunal, c'est un petit peu la même chose. Il est plus facile, on va dire, d'engager une politique intercommunale sur l'enseignement artistique, l'enseignement musical, la question de la lecture publique,
Le musée, c'est compliqué parce que c'est un lieu de cristallisation, c'est un lieu emblématique et on se retrouve souvent sur des conseils communautaires qui bloquent en disant le musée, il est chez lui, il n'est pas chez nous et pourquoi notre commune irait financer ce musée qui est à 10 km, 20 km, 30 km. Donc il fallait prendre en compte cette donnée-là. Et le projet culturel qui arrive aujourd'hui est assez surprenant, assez disruptif, on pourrait dire, à la fois sobre, à la fois adapté, agile, avec une très belle métaphore avec ma collègue Bénédicte Roland-Villemot du bureau de l'animation scientifique et des réseaux du service des musées de France. On a suivi l'élaboration de ce PSC, on s'est interrogé un peu sur l'équilibre des différentes parties que je vais vous présenter. Et notre chargée de projet, Marie Haquet, a trouvé une belle métaphore, une métaphore maritime pour ce musée en plein Beaujolais, avec l'idée que le lieu historique du musée, dans l'hôtel de ville, qui allait être une réserve qui va accueillir du public, va être quelque part le ponton, la jetée du port. Qu'à côté, donc c'est la commune qui va s'occuper du poste scientifique et de ce lieu de réserve où vont être stockées les collections et où on va accueillir ponctuellement du public, accueillir des chercheurs, avoir une politique de conférences et d'animation. Le phare, au bout de la jetée, va être un lieu qui est la maison du terroir Beaujolais, qui est une structure intercommunale gérée par l'intercommunalité et dont le musée va reprendre complètement le parcours permanent. Ensuite, il va y avoir le bateau lui-même qui va être toute la politique hors les murs qui va aller dans les lieux du territoire. Donc, a déjà été expérimenté un travail intergénérationnel entre l'EHPAD installé à l'Hôtel-Dieu de Beaujeu et le Collège de Beaujeu. Et donc, cette phase d'expérimentation est extrêmement prometteuse, va être continuée. Dans le cadre du plan ruralité, un très beau dossier de cabinet d'art graphique itinérant pour les écoles du territoire intercommunal est en train d'être préparé pour être déposé. Donc on voit bien que le but est d'avoir sur les deux piliers de la loi Musée de France, que le pilier scientifique soit porté et financé par la commune et que le pilier politique des publics, de médiation et de valorisation soit porté d'une manière qui reste encore informelle mais qui a été validée par l'exécutif intercommunal, porté par l'intercommunalité. Et donc on voit comme ça cette expression de musée protéiforme qui avait été employée par les rédacteurs du rapport Musée du XXIe siècle, qui commence à être complètement mise en œuvre et concrétisée à l'intérieur de ce projet qui devrait continuer à avancer assez rapidement. Il nous reste 13 minutes pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre échange passionnant. J'avais une question concernant le patrimoine culturel immatériel. Est-ce qu'il va faire l'objet peut-être d'un développement dans le guide? Et est-ce que Emmanuel et Josabeth, vous avez peut-être des choses à dire sur cette dimension du patrimoine qui peut aussi exprimer la ruralité d'une certaine manière? Merci pour cette question. Donc, je vais, pour ma part, répondre au niveau du guide, sans faire l'objet d'un développement spécifique PCI. Je dois dire qu'il est contenu en fait en creux dans cette publication, puisque de par la présence, par exemple, des musées de société, on parle de patrimoine culturel immatériel. Et finalement, par rapport à l'incitation à la visite, à la découverte, on peut espérer justement qu'il y ait transmission de mémoire, de savoir-faire, de tradition auprès des visiteurs qui se manifesteront. Alors effectivement, c'est une très bonne question. Alors nous, on est un musée d'archéologie, mais il y a un patrimoine immatériel très important à Saint-Bertrand-de-Comminges, qui est la fête du Brandon, qui est en fait liée au solstice d'été.
Et dans le comité scientifique, nous avons une spécialiste du patrimoine immatériel et particulièrement du Brandon. Donc on a une réunion qui devrait se mettre en place cette année et de voir comment on peut travailler ce sujet à Saint-Bertrand-de-Comminges. Oui. Pour ce qui est du bocage normand, nous, on a une réflexion double, c'est-à-dire que Estelle parlait de savoir-faire. Le savoir-faire, il est en train de se perdre. On se retrouve face à des machines agricoles dont on ne connaît plus le fonctionnement. Quand il y a eu la collecte, quand il y a eu les achats, ça n'a pas forcément été noté parce que ça pouvait être quelque chose d'acquis. Le fondateur de notre collection était lui-même agriculteur, donc ne se posait pas forcément la question de comment on utilisait ces machines-là. Donc oui, là, il y a urgence, je dirais, de collecter parmi les agriculteurs qui connaissent encore ce savoir-là, de collecter à ce niveau-là. Il y a aussi une chose, je parlais du bâtiment en tant que tel, on ne le met pas en récit, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a été utilisé par des familles jusque dans les années 80. Vous promenez, il y a encore une des commerçantes dont le grand-père avait vécu dans la ferme, et ça, on n'en a pas fait l'acquisition, on ne met pas en récit dans le musée en fait l'histoire de cette ferme. Elle a aussi servi de lieu de refuge quand Saint-Lô a été bombardé le soir du débarquement le 6 juin 1944. Il y a plus d'une centaine de personnes qui s'est réfugiées. On a encore des personnes qui ont été témoins. Alors ils étaient jeunes évidemment, mais voilà, il y aurait nécessité de le faire urgemment, et ça fait partie des projets pour le musée du bocage normand. Et juste pour terminer sur cette thématique, aujourd'hui, l'écomusée de la Margeride, qui est un des lieux historiques de l'écomuséologie en France, est en train de repenser son projet scientifique et culturel, notamment autour d'un projet de collecte qui ne soit pas un projet de collecte de la mémoire, parce que ça a déjà été fait, notamment à l'époque de Guy Brun, plutôt sur une problématique, qu'est-ce que c'est qu'être jeune aujourd'hui en Margeride ? Donc on sent que ces questions autour du patrimoine immatériel réinterrogent aujourd'hui également cette problématique territoriale et des habitants. Bonjour à tous, merci infiniment pour tous ces échanges et présentations. Je suis porteuse d'un projet culturel et scientifique pour un musée où je vois beaucoup de rapport avec ce que vous avez montré. C'est le musée du scaphandre à Espalion, donc une ville d'Aveyron à 30 km de Rodez, donc un patrimoine scientifique et technique. Un musée qui a un fort ancrage dans le département, puisque sa légitimité est deux inventeurs d'un scaphandre en Aveyron au milieu du 19e siècle, et un scaphandre inventé parce qu'invention d'un appareil respiratoire pour les mines à l'est du département, à Decazeville, dans le bassin de Decazeville. C'est un musée qui vient de passer, les collections sont maintenant municipales. Alors je me demandais si la liste était close pour le guide des musées, parce que cette ville étant un gros bourg en fait de 5000 habitants à peu près, est-ce qu'il est temps de participer à ce guide ? Alors, au nom du ministère, j'aurais aimé vous dire oui. Après, je dois vous dire en fait que la liste est effectivement stabilisée depuis une bonne dizaine de jours désormais, parce que voilà, on doit tenir notre échéancier. Il y a des étapes qui s'emboîtent, y compris des campagnes photos, par exemple, menées par la RMN. Et donc voilà, on a officiellement décidé d'arrêter cette liste. Après, je dois dire que je retiens votre exemple, et à l'avenir, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres initiatives. Par ailleurs, l'application numérique permet une certaine agilité en soi, donc voilà, la porte n'est pas pour autant absolument fermée. Bonjour et merci pour vos exposés. Je m'interrogeais sur, on a parlé plusieurs fois du besoin des musées et des collections d'être en prise avec le contemporain, les enjeux contemporains. Bon, est-ce que en voyant vos expériences, ressort-il en conclusion des critères
d'enjeux contemporains qui sont, on va dire, génériques sur la France, ou bien, et donc qui doivent être portés par toute personne ou toute équipe en charge d'un musée rural, ou bien est-ce à voir au niveau simplement local, régional, que cela doit être étudié. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire. En gros, les enjeux contemporains, est-ce qu'ils sont pour tous les musées ruraux ou est-ce qu'il y a une spécificité locale? Alors, je laisserai Bruno répondre, parce qu'il a déjà plein d'idées. En fait, moi, je dois dire, en tout cas, par rapport au projet de portée nationale qui est le guide, on sait, on a pu vraiment en avoir l'assurance que ces différents musées sont complètement traversés par les problématiques contemporaines. On le voit aussi, par exemple, à travers les projets scientifiques et culturels. Ces musées posent beaucoup la question de la transition écologique, sujet ô combien d'actualité. Ils posent aussi la question de la parité, par exemple, à travers les collections partagées avec les publics, et on pourrait énoncer d'autres thématiques de la sorte. Donc, ils sont complètement en prise avec nos sujets transversaux, finalement. Il n'y a pas de spécificité. En revanche, je pense qu'un certain nombre de musées en milieu rural ont à apporter en matière d'expérience du bénévolat, par exemple. C'est vrai qu'il y a été fait mention à plusieurs reprises au fil de nos interventions. Peut-être qu'en milieu rural, encore plus qu'ailleurs, le bénévolat a trouvé ses lettres de noblesse parce que souvent, il n'y a peut-être pas eu d'autre choix. J'entends financièrement parlant. C'est aussi, je pense, la nécessité de se retrouver dans des points de rencontre, et les musées, je pense, peuvent être très fédérateurs en la matière, mais pas seulement les musées, ça peut être aussi une bibliothèque, une médiathèque. Donc, je pense que voilà, s'il faut dégager une spécificité, je dirais que c'est celle-ci, et elle arrive dans le champ de nos politiques publiques. On mentionnait tout à l'heure la DIRI, la délégation de l'inspection recherche et innovation au ministère de la Culture. Eh bien, cette même délégation a porté une étude justement sur le bénévolat dans les musées. Et elle est extrêmement intéressante. Elle re-questionne le positionnement des amis de musée, par exemple. Elle pose aussi la question de l'engagement des citoyens, désormais dans certains accrochages, découverte d'œuvres en réserve qui étaient peut-être laissées de côté depuis un certain temps. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt dans ce sens-là que j'envisagerais la problématique. Pour continuer, effectivement, nous, quand on a rédigé le PSC, l'idée, c'était effectivement de s'inscrire dans ces grands enjeux nationaux, que ce soit les droits culturels, que ce soit la parité et effectivement la transition écologique. Mais je pense que les grands enjeux nationaux rejoignent aussi des enjeux plus territoriaux. Le musée du bocage normand va valoriser les races normandes. Il y a une fédération des races normandes portée par la région Normandie. Donc on a la chance d'avoir encore le cochon de Bayeux, le canard de Rouen ou l'abeille noire de Normandie. Et l'idée, c'est de faire connaître ces races, de les valoriser et par là même de parler aussi de la biodiversité. Et voilà, c'est un discours plus large, mais en s'inscrivant sur le territoire. Donc là, ce ne sera pas juste le territoire manchois, on parlera plus largement, mais il y a aussi des enjeux locaux qui rejoignent les grands enjeux nationaux et internationaux pour la transition écologique. Je pense qu'on a le temps pour une question. Bonjour. Je suis brésilienne, donc excusez-moi pour le... J'habite dans le Gers, donc j'ai vu que votre carte, elle était très blanche dans ce milieu aussi. Donc je ne sais pas s'il y a un des musées qui a répondu et même s'il figure sur le guide. Nous avons aujourd'hui pas mal de petits et moyens musées entièrement en ruralité, parce que le Gers est entièrement rural à sa naissance. J'aimerais bien comprendre comment vous envisagez aujourd'hui
justement ce mélange et apporter plus de monde. Donc, vous avez évoqué tout comme le manque d'accès, donc pour la population en elle-même. Donc, il faut la voiture. Il y a rarement, aujourd'hui, ils envisagent la même discussion du côté de Toulouse, c'est le train sur l'ancienne ligne Auch-Agen, et aussi des navettes, tout ça. Mais plus, je vois aujourd'hui que dans les petits musées locaux, on voit surtout des visiteurs, ce sont les écoles et il n'y a pas beaucoup. Comment brasser plus de monde? Est-ce que c'est en faisant plus de ce mélange, ces mariages entre expositions, ce que vous avez en permanence, l'exposition permanente, et aussi des petites expositions temporaires à mélanger les thématiques? Voilà, ça aussi dans la contemporanéité, faire marier d'autres choses pour attirer aussi, pas seulement le visiteur, mais l'habitant de venir et vivre ce musée. Je vois aujourd'hui à Lectoure, nous avons un tout petit musée archéologique, et que si on y va une fois, on est déjà content de recevoir. Donc voilà, pour faire vraiment que les habitants s'approprient de leur petit musée. Alors, je vais répondre. Oui, effectivement, je connais le musée de Lectoure. Alors, il y a plusieurs questions. C'est une vraie problématique de faire revenir les habitants plusieurs fois. Ce qu'on a trouvé, nous, au musée, c'est de faire des ateliers qui concernent des choses sur Saint-Bertrand. Donc, par exemple, on a fait un atelier sur le monument aux morts avec les archives départementales. Et effectivement, là, ça a fait venir les habitants. Ils se sont dit « Ah, mais oui, ça a changé, ça serait bien qu'on revienne. » Voilà. Donc, et là, on a une nouvelle présentation avec des petits films qui montrent des images d'archives. Et effectivement, ça plaît beaucoup aux habitants. Donc, après, il faut qu'on arrive à trouver d'autres thématiques, mais on commence à trouver le filon, si je puis dire, pour faire revenir. Et surtout, je crois que le mieux, c'est les ateliers qui concernent évidemment tout le public, mais qui peuvent attirer les habitants eux-mêmes, parce que c'est sur leur territoire et leur ville. Voilà. Alors, on a une demande pour une dernière question. Je ne sais pas si on a encore le temps de la prendre. Une ? Monsieur en face. Merci. En fait, j'ai plusieurs questions, donc je vais essayer d'être en raccourci. Mon interrogation était la suivante. Je voulais savoir si, à travers le guide des 150-200 musées en ruralité que vous recensez, il y a les critères que vous avez énoncés, bien sûr. Est-ce qu'il y a une information sur ces musées? Sont-ils ou non en train d'imaginer leur devenir, leur révolution? Les deux exemples que vous avez donnés sont des gens qui travaillent sur un nouveau PSC. Donc ça, je voudrais savoir si c'était une information que l'on trouverait dans le guide. La deuxième chose, pour faire très court et très vite aussi, j'ai l'impression que bien sûr, tous ces musées ne sont pas homogènes. On a beaucoup de musées qui ont certains des collections, mais une façon de se réinventer, c'est à partir de ces collections souvent anciennes, même s'il y a des éléments remarquables, c'est peut-être d'évoluer. Et j'ai l'impression que les PSC que vous avez énoncés vont dans ce sens, plus vers des centres d'interprétation pour justement se réapproprier le territoire ou faire connaître le territoire. Et la troisième chose, mais c'est le corollaire de mes questions précédentes, donc ça n'en fait qu'une au final, c'est est-ce que le changement et le fait d'avoir aussi des habitants qui sont les néo-ruraux ont beaucoup impacté effectivement le devenir de ces endroits. Et pour bien connaître ce sujet-là, parce que je suis natif et originaire du Cantal, donc en milieu rural, on a très peu d'endroits qui sont souvent des endroits un peu fédérateurs pour se réunir. Est-ce qu'une façon de réinventer le musée rural aussi pose la question des infrastructures, des lieux, indépendamment du clos, du couvert, de l'entretien du bâti et de la fonction purement muséale? Est-ce que ça n'est pas aussi, dans ces milieux ruraux, une sorte de tiers-lieu rural, si j'ose le mot, à réinventer? Est-ce que ça fait partie des préoccupations? Alors, je vais répondre à la première question.
Donc pour les 160 musées de France qui vont figurer dans le guide, dans les faits, il ne sera pas vraiment question de projets scientifiques et culturels parce que ce sont plutôt des documents d'orientation opérationnelle, on va dire. On s'en tient plutôt en fait à une présentation assez rapide au demeurant de l'établissement, son histoire, quelle collection présente-t-il et quelques informations pratiques en fait pour rejoindre le musée. En revanche, j'ouvre une parenthèse, le plan musée que j'évoquais en introduction, lui va être précisément très attentif à ces questions aussi de PSC, de dynamique à l'œuvre ici ou là, et sans déterminer l'enveloppe de subvention qui sera allouée pour le projet, c'est un facteur de plus, je dirais, pour soutenir le musée, puisque quand on a une vision qui est libellée, qui est partagée, qui est là, c'est toujours plus facile d'accompagner le projet que lorsqu'on a moins de données à son endroit. Donc voilà, pour répondre à votre première question. Sur les deux autres, je veux bien essayer de les approcher très rapidement. Je ne pense pas que dans l'esprit des collègues qui travaillent sur les projets que je suis aujourd'hui et qui essaient de questionner et de réinventer le positionnement de l'équipement, il y ait cette tendance d'aller vers un centre d'interprétation. Je ne sens pas ça. Par contre, il y a une entrée beaucoup plus forte des questions liées à la médiation et la question de décloisonner l'organisation traditionnelle du musée en départements, beaux-arts, sculptures, etc. Et ça, quel que soit le contexte dans lequel on est. Et c'est-à-dire arriver à remélanger des collections de sciences naturelles avec des collections d'art contemporain et des collections d'ethnographie. Et ça, c'est pas dans une logique de centre d'interprétation. Pour rebondir sur cette logique de centre d'interprétation, ce qu'on voit sortir, et moi-même je l'ai pratiqué, le premier musée dont je me suis occupé, on l'avait hybridé entre le musée et la médiathèque locale autour du centre de documentation du musée, puisqu'on était dans une ville de 2000 habitants et qu'il allait être un peu provocateur d'avoir un très beau musée et toujours un club de lecture qui ne répondait pas aux normes de la direction du livre. Donc il y avait quand même un engagement d'argent public et il fallait rationaliser. Et puis le deuxième musée dans lequel j'ai travaillé, qui était la Cité de la Tapisserie à Aubusson, où on a complètement réinventé un lieu avec des fonctions croisées. Et aujourd'hui, je suis un projet qui n'est pas Musée de France, mais qu'on suit très près sur un territoire d'une intercommunalité dans le département de la Loire, où on a un projet très intéressant qui hybride, ça c'est plutôt pour la troisième question, autour d'un savoir-faire qui est la broderie au fil d'or, où on a une dimension muséale, même si on n'est pas sur un musée de France, avec une friperie dans le cadre d'une logique de recyclage de textiles et un tiers-lieu où on va venir avec, comment on va pouvoir dire, customiser le vêtement qu'on a pris dans la friperie, utiliser des modèles numérisés des collections du musée et pouvoir suivre des stages autour de telle ou telle technique textile pour participer à ce tiers-lieu. Et en fait, on est dans une commune à la limite entre Loire et Puy-de-Dôme dans le Haut-Forêt, à 1000 mètres d'altitude, et où on a l'hiver besoin d'avoir une convivialité, enfin pas que l'hiver, en gros en dehors des 2 mois d'été, on a besoin aussi d'avoir une convivialité. Sur la question des néo-ruraux, c'est vrai que maintenant on peut dire que ça va bientôt faire 60-70 ans qu'ils irriguent le rural, donc leur rôle, il est évidemment considérable et il est complètement mêlé. Enfin, qui est rural, néo-rural aujourd'hui dans l'espace rural, c'est pas simple. Et puis on rediscutera de savoir d'où vous êtes dans le Cantal, parce que moi aussi. Peut-être qu'il faut qu'on rende l'antenne, si je puis dire, aux organisateurs. Merci.